Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette belle matière qui est la culture générale au concours. Je vais essayer de vous donner tous mes meilleurs conseils en fait pour réussir la dissertation de culture générale. Ça va vraiment être l'objectif précis de la vidéo, réussir votre dissertation de culture générale au concours durant votre année de carré. C'est une vidéo qui s'adresse à la fois aux premières années et aux deuxièmes années, donc on va couvrir les 2 années, si ça va être évidemment surtout la deuxième année. Alors pour me présenter, pour commencer, donc je m'appelle Yana Madieu, j'ai passé 3 ans en classe préparatoire au lycée Marcelin Berthelot, à l'issue desquelles j'ai eu HEC Paris. Donc j'ai été admis à HEC Paris en 2018 avec notamment des très bonnes notes en culture générale. Donc je vais essayer de partager avec vous ces conseils, surtout qu'au départ en fait j'étais pas très bon en culture générale. C'est-à-dire qu'en carré j'ai eu 8, 11 et 12 au concours. Donc voilà, pas des super notes. Et en cube j'ai réussi à avoir 16, 17 et 18. Donc vous voyez que c'est quand même des très bonnes notes. Et d'ailleurs c'est la première chose sur laquelle de laquelle je voulais parler. La culture générale, c'est quand même une matière qui est souvent assez mal vue dans le sens où on estime qu'elle est très aléatoire. Je peux comprendre ça, mais vous voyez mon exemple, alors je ne suis pas le seul exemple, mais en réalité il y en a beaucoup d'autres. Vous voyez mon exemple, j'ai eu 8, 11 et 12 en carré et j'ai eu 16, 17 et 18 en cube. Donc c'est quand même des notes qui sont extrêmement rapprochées. Et beaucoup de gens ont en fait des notes qui sont très rapprochées. En culture générale, il y a beaucoup de contre-exemples, hein, donc vous en avez sûrement en tête. Mais j'ai l'impression que quand même la majorité du temps, les notes sont rapprochées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une matière qui se travaille. C'est une matière où quand on a un bon niveau, elle peut être en réalité assez sûre. Et je pense que c'est une matière à ne négliger sous aucun prétexte. Parce qu'elle fait très mal. Dans la plupart des écoles, surtout si vous visez assez haut, les coefficients en culture générale sont assez élevés. C'est le cas dans tout le top 6 en fait, les coefficients sont assez élevés. À Audencia, ils sont assez élevés, à HEC, à l'ESSEC, ils sont assez élevés. Donc ne négligez pas cette matière, elle rapporte énormément de points quand vous réussissez et elle fait très mal quand vous ne réussissez pas, ça peut vraiment vous faire rater des admissibilités. Donc concentrez-vous sur cette matière, elle est très importante. Donc je vais vous détailler un petit peu mes conseils pour avoir une bonne note. Je tiens à le dire avant qu'on commence, la culture générale, c'est une des matières où il y a le plus de méthodologies différentes qui coexistent. Moi, je vais vraiment vous donner ma manière de faire, mais vous pourrez en trouver d'autres qui sont totalement différentes. Et faut pas s'inquiéter de ça. Je vais peut-être dire des choses là, vous avez entendu le contraire, ou vous n'avez jamais vu ça. Surtout que j'ai une méthode qui, à certains niveaux, est un petit peu originale, mais c'est normal parce qu'il y a plusieurs manières de faire. Les correcteurs n'attendent pas du tout une manière formatée de faire, très important. Donc n'ayez pas peur là-dessus, il y a vraiment plusieurs méthodologies. Donc la manière dont je vais présenter cette vidéo, je vais la découper en 2 parties. Je vais commencer par... en fait, je pense que pour réussir une dissertation, il faut bien l'avoir travaillé avant, en termes de connaissances. Et en même temps, il faut savoir faire une dissertation. Donc c'est 2 éléments sur lesquels je vais disserter en fait. Donc on va commencer par la manière de travailler et la manière d'acquérir des connaissances. Donc la culture générale, ça se travaille sur 2 ans, voilà. Mais vous avez le thème que lors de la 2e année, le thème sur lequel vous allez disserter au concours, pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà, par exemple, pour mon année, c'était le corps, l'année suivante, le désir, voilà, il y a plein de thèmes qui peuvent tomber. On ne saura pas quels sont les prochains, ça peut être des anciens thèmes, des nouveaux. Mais ce thème, vous ne le savez qu'en 2e année. Donc pour les premières années, en réalité, le travail n'est pas très important. Voilà, je le dis parce que tout simplement, vous n'avez pas le thème. Et même si vous pouvez peut-être
voir quelques références qui, par hasard, seront celles de votre thème, ça sera infime par rapport à tout le travail que vous allez faire en deuxième année de manière concentrée sur un seul thème. Donc, vous ne prenez pas trop la tête avec la culture générale en première année, voilà, c'est mon avis. Vous pouvez travailler les choses qui vous intéressent, surtout si vous visez HEC ou Edensia, parce que vous avez des parties sur la culture générale, donc c'est bien de quand même savoir 2-3 choses. Mais sinon, voilà, vous ne prenez pas trop la tête, travaillez vraiment ce qui vous plaît. S'il y a des auteurs qui vous plaisent, voilà, soyez attentifs en cours, mais sinon, voilà, je vous dis, ne prenez pas trop la tête. Le vrai travail, il commence en deuxième année. Alors moi, pour vous dire, j'avais pas un prof que je trouvais excellent. En tout cas, j'étais pas fan de sa manière de nous faire cours et de nous donner des connaissances. Donc j'ai cherché à être totalement indépendant. J'ai travaillé qu'avec des ouvrages. Dans tous les cas, je pense qu'il vous faut 3 types de connaissances. Tout d'abord, il vous faut un cours général. Donc il vous faut en fait connaître un panorama de tous les auteurs les plus importants sur votre thème. Voilà, c'est des auteurs antiques, c'est des auteurs récents. Il y a, je pense, enfin, peu importe le thème, des incontournables. Et cela, il faut avoir au moins une bonne idée de ce qu'ils disent, pouvoir expliquer ce qu'ils disent. Donc si on vous dit, par exemple dans mon cas, que dit Nietzsche sur le corps, eh ben, je devais être capable d'expliquer plus ou moins ce qu'il dit parce que c'est un auteur important. Donc ça c'est la base, il faut un cours général qui vous explique le thème, qui vous donne les définitions, qui voilà, vous permet d'avoir une réflexion assez complète sur le thème. En plus de ça, je pense qu'il vous faut 2-3 auteurs que vous connaissez sur le bout des doigts. Alors je pense que ça doit être plutôt des auteurs originaux parce que ça vous démarque. Donc, voilà, si vous voulez être un expert de Platon, bah, je trouve que c'est pas forcément la meilleure idée. Ça vous desservira pas évidemment, hein. Mais c'est pas la meilleure des idées dans le sens où c'est un auteur, peu importe le thème en fait, Platon il parle de tout. Donc si vous lisez à fond tous les livres de Platon, bah, vous allez peut-être moins ressortir que si vous êtes un expert de Bergson par exemple. Donc 2-3 auteurs que vous connaissez sur le bout des doigts. Et je vous conseille, alors ça c'est mon avis, encore une fois, là il y a des avis différents. Je pense que ces auteurs-là, il faut les lire. Donc il faut acheter leurs grands ouvrages et il faut s'intéresser à ce qu'ils font. Vous ne prenez pas trop la tête si c'est des ouvrages trop compliqués, mais essayez au moins d'avoir quand même des connaissances vraiment approfondies sur ce qu'ils disent et d'avoir vu un peu leur style. C'est très important d'avoir un petit peu cette proximité avec l'auteur que vous connaissez bien. Et c'est comme ça que en fait, le correcteur le sentira et il se dira voilà, cet étudiant, vu la manière dont il écrit, il sait de quoi il parle. Enfin, il a vraiment connaissance de cet auteur et il voit que vous avez travaillé et c'est ça qu'on cherche. Et enfin, quelques références à l'actualité. Alors c'est pas la matière où il faut le plus connaître des faits d'actualité, en fait c'est la matière où il faut le moins connaître des faits d'actualité. Bon, j'avoue c'est le maths en fait, mais bon, c'est une des matières où il faut le moins connaître les faits d'actualité. Mais c'est bien d'en connaître quelques-uns et peut-être d'avoir vu des analyses de philosophes contemporains. Voilà. Donc moi, je vais vous donner mon exemple. Donc j'ai pas du tout travaillé avec mon prof. C'est-à-dire que je n'utilisais pas le cours de mon prof. J'utilisais simplement que des ouvrages pour ces 3 choses-là. Pour commencer, le cours, je vous déconseille assez fortement d'acheter des livres commerciaux, c'est-à-dire des livres qui sortent tous les ans sur le thème de philosophie, donc le corps, thème 2018, ou le désir, thème 2020, etc. Évitez franchement ça, je trouve que c'est pas des bonnes références, c'est pas très bien construit, c'est fait à la va-vite, c'est mal expliqué. Voilà. Moi je vous déconseille, c'est mon avis. Privilégier des livres d'auteurs. Il y a des auteurs qui font des espèces de cours sur un thème. Donc je suis sûr que ça existe pour à peu près tous les thèmes, pour le désir. Je suis sûr que vous pouvez trouver une espèce de panorama de la pensée des auteurs sur le désir, mais il y a un truc qui n'a pas été fait l'année dernière. Pour vous dire, moi j'avais un livre écrit par Chantal Jacquet qui s'appelait Le corps. C'est un livre qui était écrit en 2003 ou 2004. Enfin, c'est un livre qui était très ancien,
qui avait été fait pendant les études de l'auteur et qui n'était pas du tout orienté commercial. Et il était excellent, il était vraiment extrêmement bien écrit et c'est des choses qui sont importantes d'être au contact quand même d'une belle écriture en fait, parce que vous imitez un peu ça. Voilà, moi je n'avais pas un style particulier et cette année-là, cette année de Cube, en lisant énormément des auteurs et des livres bien faits comme ça, j'ai adopté un bon style. Donc c'est important de faire ça. Deuxièmement, des ouvrages d'auteurs un peu originaux que vous approfondissez. Donc moi, pour ma part, j'avais choisi Merleau-Ponty, d'une part, qui était un auteur extrêmement important sur le corps, mais qui était quand même un petit peu original parce qu'il était un peu difficile à connaître bien, il fallait vraiment s'y attarder. Et vu que très peu de gens prennent le temps de lire des livres de philosophie, ça apporte vraiment un poids considérable. Et je l'ai utilisé partout en fait. Et il m'a beaucoup servi, voilà. J'ai eu des bonnes notes, donc je pense qu'il m'a beaucoup servi. Et deuxièmement, j'ai utilisé un auteur contemporain qui s'appelait Yanis Constantinides, qui avait écrit un livre qui s'appelait Le culte du corps contemporain dans les pas de Nietzsche. C'était une espèce de réactualisation de la pensée de Nietzsche. Il analysait la manière dont nous, on perçoit le corps, on a un culte du corps. Il analysait tout ça, mais à travers la pensée de Nietzsche, en fait. Donc c'était extrêmement intéressant. Ça me permettait d'avoir à la fois Nietzsche, très bien connu, et des pensées contemporaines, en fait, sur les faits d'actualité. Donc ça faisait une pierre deux coups. Donc voilà. J'avais aussi mon troisième type de référence ici. Mais voilà. Donc, déjà, la leçon de ça, c'est que si vous n'avez pas un excellent prof, que vous n'aimez pas trop sa manière de vous faire cours, vous avez le moyen de vous sauver avec des livres. Moi, j'ai vraiment tout fait avec des livres. Si vous êtes dans une petite prépa ou quoi, vous pouvez vous sauver, ne vous inquiétez pas. C'était aussi mon cas et j'ai eu d'excellentes notes, donc vous pouvez le faire aussi. Dernier point que je vais ajouter sur les références, il y a quelque chose que je faisais qui m'a pas mal servi, qui est de d'éplucher un petit peu les rapports d'autres concours en fait, où des sujets ont été donnés sur votre thème. Dans mon cas, sur le corps, j'ai épluché les rapports de l'ENS qui a donné plusieurs fois des sujets sur le corps. Et en fait, vous avez, le niveau de l'ENS est extrêmement élevé, mais en même temps, vous voyez, vous avez en lisant ces rapports-là les attentes maximales en fait. Vous voyez à peu près ce que c'est que des attentes maximales en philosophie. Et en fait, ça vous inspire énormément. Et en plus, ça vous donne des pensées de personnes extrêmement exigeantes sur ces thèmes-là. Ça vous permet de voir des choses que vous pourrez recaser d'une manière extrêmement bien écrite, etc. Je vous conseille de le faire, faites vos recherches, mais ça peut être très utile. On passe enfin à la deuxième partie qui est la méthodologie de la dissertation. Et pour m'aider, je vais analyser en même temps ma copie que j'ai fait donc, en 2018 à HEC sur le sujet Mon corps et moi. On va l'analyser en même temps, comme ça vous aurez un exemple de ce que je dis. Donc pour commencer, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais voilà, une dissertation, c'est composé de 3 parties principales qui sont l'introduction, le développement et la conclusion. Donc, évidemment, vous faites les 3. Le développement, je vous le dis tout de suite, vous allez lire peut-être des gens qui vous disent vous pouvez faire 4, 5 parties. Faites 3 parties, voilà. Prenez pas la tête. 3 parties, prenez pas de risques. C'est la méthode sûre. Voilà. 3 parties, thèse, antithèse, synthèse comme d'habitude. Vous savez comment faire, n'essayez pas de faire des choses trop originales là-dessus. Même si vous êtes libre comme je l'ai dit. On commence par l'introduction. L'introduction, là, il y a vraiment plusieurs méthodes. Je ne vais pas vous mentir, beaucoup plus qu'en géopolitique ou en économie. Là, il y a vraiment plusieurs méthodes d'introduction qui sont possibles. Et les correcteurs n'attendent pas un type d'introduction du tout. Moi, notre professeur nous donnait une méthode qui était assez différente. Alors, je l'ai un peu adaptée pour qu'elle soit moins originale quand même. Mais je vais vous la présenter. Ne soyez pas étonnés, elle est un petit peu étrange peut-être parce que c'est pas du tout ce qu'on voit d'habitude.
Donc l'introduction, elle commence par une amorce. Enfin en tout cas l'introduction, ça c'est un petit peu universel quand même. Une amorce, alors comment vous pouvez amorcer? Vous avez moins de choix que dans d'autres matières pour le coup. Le plus souvent c'est une citation, ça peut être aussi une anecdote un peu philosophique, comme par exemple l'anecdote de Descartes qui frappait sa chienne enceinte. Voilà. Ça peut être une anecdote intéressante pour un sujet. Donc une anecdote, peut-être des faits d'actualité, mais faites un peu attention, ça peut marcher toutefois. Si vous avez un très bon fait d'actualité qui montre que c'est un sujet en fait, d'actualité, ça peut être intéressant. En tout cas, une amorce. Donc moi, j'ai commencé par une citation, donc très courte. J'ai dit, pour Renaud Barbaras, je cite, « Le corps est un être ambigu. C'est une chose, mais une chose qui est mienne, ou plutôt que je suis. » Donc voilà, c'est toute mon amorce. Par contre, dès que vous faites quelque chose, donc ça c'est valable pour toute la copie, vous faites des liens logiques, vous faites des transitions. La dissertation de philosophie, c'est là où le fait de faire une dissertation extrêmement fluide, extrêmement bien ficelée est le plus important. Et là, j'insiste, extrêmement important. Donc, dès que j'ai fait cette citation-là, j'enchaîne avec « ainsi », voilà, les mots de liaison, le rapport de l'individu à son corps est d'emblée paradoxal. Je relis au sujet, donc j'ai lâché l'amorce, on voyait qu'elle était reliée au sujet, parce que voilà, c'est assez évident, mais j'ai quand même fait une liaison. Après ça, ce que je faisais, c'est que je faisais une phase de définition. Bien sûr, vous le savez, vous analysez tous les termes du sujet, absolument tous les termes. Donc moi, le sujet était quand même extrêmement court, donc c'est difficile de ne pas tout analyser pour le coup, mais voilà, même si le sujet est long, faites attention à tout. Le moindre écart, il peut quand même tout casser. Donc moi, mon corps et moi, j'ai analysé les 4 mots. Donc j'ai pas pris trop de temps pour analyser, mais en tout cas, quand vous analysez, il faut le faire de manière efficace. C'est-à-dire que vous analysez tout de suite les mots entre eux et vous ne lâchez pas juste une définition du dictionnaire. Vous analysez dans le cadre du sujet. En fait, quand vous donnez la définition d'un mot, c'est la définition d'un mot dans le cadre du sujet, comment il faut l'interpréter dans le sujet. Donc moi, c'était, j'ai dit, dire mon corps, ainsi sur le rapport personnel du sujet à son corps. Donc j'ai pas juste défini mon, voilà. C'est bien mon corps et pas celui d'un autre. Là, j'ai quand même défini, j'ai pas dit des banalités parce que une erreur qu'ont fait certaines personnes sur ce sujet, c'est de dire mon corps c'est un possessif. Parce que là, il fallait pas l'interpréter comme ça. Puisque c'est un sujet qui aussi tombé à l'ENS, c'était mon corps. Si vous lisez les rapports du sujet, ils disaient vraiment de ne pas l'interpréter comme ça. Donc, moi renvoie à la question de l'identité personnelle. Je définis moi. Il ne s'agit pas principalement de parler du rapport entre corps et âme, une erreur qu'il ne fallait pas faire, même si celui-ci pourrait traverser nos réflexions, mais surtout aborder le thème de l'ambiguïté du rapport entre mon corps et moi, dont la question de la distance est soulignée par l'utilisation de la conjonction « et ». Donc là, j'ai bien défini les 4 termes du sujet et j'ai donné les liens qu'il y avait entre ces chaque terme. Une des raisons pour laquelle c'est court, c'est aussi qu'il n'y a pas beaucoup de mots, mais en tout cas, on a fait notre travail, tout est défini, etc. C'est là à partir de là, que ma méthode devient un petit peu originale. C'est-à-dire que moi, au lieu de passer ensuite à une phase où on va poser plein de questions en vrac et voilà, en fait, pas dire grand-chose, c'est quelque chose que j'aimais pas trop, ce que je faisais, c'était que je faisais une espèce d'annonce de plan problématisée. Donc, je résumais en gros un petit peu ma dissertation, ce qu'on allait faire tout de suite, en faisant aussi des transitions entre les parties. Donc, je commençais par dire a priori le rapport immédiat du sujet à son corps peut être, comme le suggère l'intitulé, un rapport d'extériorité. Dans cette perspective, moi s'oppose à mon corps, il traduit même un rapport de possession. Là, je pars sur la première partie de ma dissertation qui, comme on le dit souvent, est une partie un petit peu naïve. Donc, je prends vraiment le sujet au stade le plus superficiel, le plus évident, sans me poser trop de questions. Donc, je vais te dire, voilà, mon corps et moi, oui, parce que aujourd'hui, on s'approprie un peu notre corps, c'est pas même qu'il est différent de moi, etc. Donc, vraiment, je suis dans le stade où j'ai pas trop d'analyse et j'explique un petit peu juste l'intitulé.
etc. Bon, je ne vais pas tout lire, hein. Et à la fin, je dis, c'est la perspective que nous tenterons de présenter dans une première partie. Donc là, j'ai fait mon annonce de plan à la fin de mon résumé. Vous voyez un petit peu comment ça marche. Après ça, je fais ma deuxième partie, enfin je présente ma deuxième partie en expliquant pourquoi je passerai à cette deuxième partie. Donc je fais quand même une transition où je vais me poser une question. Pourtant, il n'est pas si sûr que mon identité puisse vraiment être conçue comme un corporel. Ce moi peut-il vraiment échapper à mon corps? Voilà, je ne suis pas passé à la deuxième partie en faisant un effet de liste. J'ai vraiment dit voilà pourquoi je passe à la deuxième partie, parce qu'il y a ce problème-là avec cette première partie. Il y a une opposition, il y a une incohérence. Donc là, je pose des questions et je dis à la fin, nous tenterons de voir ça dans une deuxième partie. Et enfin, je vais présenter ma troisième partie en disant mais enfin, il faudra essayer de dire et de décrire cette ambiguïté persistante qui ne nie pas le rôle du corps dans la construction du soi, mais qui nie une nette distinction entre les deux. Donc j'ai présenté mes trois parties en donnant de moins en moins de détails quand même, parce qu'il faut garder un suspense, c'est aussi important dans l'introduction de ne pas tout dire. Mais au moins, l'avantage de cette méthode, c'est que vous avez une introduction qui est extrêmement claire pour le correcteur. Il connaît vos trois parties et il voit un petit peu les cheminements de pensée qu'il va y avoir. Il ne voit pas encore les auteurs que vous allez utiliser, ni tous les arguments, mais il a votre plan détaillé en gros. Et il voit que vous n'allez pas faire une liste, vous allez vraiment faire des transitions et essayer de réfléchir. Ça, c'est extrêmement important. Ne faites pas de liste en philosophie. Dans aucune matière, il faut faire des listes. Peut-être en maths quand vous listez des conditions d'un théorème, mais c'est tout. Quand vous faites une dissertation de philosophie, c'est quelque chose de fluide. Ce n'est pas des auteurs additionnés. Ça, c'est vraiment nul et vous aurez une mauvaise note si vous faites ça. Vous faites quelque chose de lisse, de fluide, qui s'enchaîne bien. C'est très important. À la fin de cette annonce de plan, donc le correcteur sait parfaitement où il en est, il sait ce qu'on va dire. Je lâche une espèce de problématisation qui va lancer ma dissertation, de problématique, pardon. Donc, le corps joue-t-il donc un rôle dans la détermination de l'identité, jusqu'à quel point? Donc, c'est une problématique en deux questions, vous avez parfaitement le droit de faire ça. Comme je vous ai dit, vous êtes assez libre en philosophie. N'hésitez pas à faire des trucs un peu originaux si vous vous sentez bien avec, confortable. Faites pas un truc original pour faire un truc original, mais si vous trouvez que c'est une bonne méthode, si elle n'est pas très répandue, vous prenez pas trop la tête. Les correcteurs, ils sont pas trop exigeants là-dessus. Voilà pour l'introduction. On va aller un peu plus vite sur le développement. Alors, comment est-ce qu'on fait le développement d'une dissertation de philosophie? Vous êtes très libre, encore une fois. Moi, ce que je faisais, c'était que déjà, j'étais extrêmement clair. Quand je commençais une partie, je donnais mes deux parties. Donc, mon rapport au corps peut être un rapport d'extériorité, grand A. C'est une perspective que nos sociétés contemporaines semblent perpétuer, grand B. Le correcteur, pour lui, c'est clair. Et ça vous permet d'ailleurs d'être beaucoup moins dans le schéma, je fais un plan, je fais une liste, en fait. Puisque vos parties sont claires. Donc, le correcteur sait ce que vous allez dire. À partir de là, vous pouvez faire une espèce de grand paragraphe, très lié, très fluide. Il n'y a pas beaucoup de séparation. Ça n'empêche pas de bien narrer sa copie, hein, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que tout doit être lié, il doit y avoir des mots de liaison, des connecteurs logiques, des transitions à chaque fois. Et expliquer pourquoi vous passez d'une partie à l'autre. C'est très important. Pour ce qui est, c'est une question, voilà, les gens se prennent beaucoup la tête avec ça. Encore une fois, il n'y a pas de réponse fixe. Pour ce qui est du nombre d'auteurs par partie, etc. Tout ce que je peux dire, c'est que je déconseillerais de trop en faire. Ne mettez pas trop d'auteurs parce que ça fait immédiatement un effet liste et en plus de ça, vous n'avez pas le temps d'approfondir vos auteurs et les correcteurs détestent en fait que vous caliez un auteur en mode name dropping, surtout en philosophie, et qu'après vous ne l'analysiez pas. Donc faites attention à faire ça. Vous pouvez le faire une ou deux fois, honnêtement. Voilà. Moi je l'ai fait dans cette copie, je vous montrerai, mais évitez de trop le faire. Donc à peu près, moi je dirais 2-3 auteurs par sous-partie, max. Mais max, si de temps en temps vous faites un auteur par sous-partie, c'est très bien. Voilà. Entre 1 et 3, voilà, voilà. Faites pas plus parce que ça va vraiment faire trop. Soyez extrêmement propre, voilà. Philosophie, les correcteurs n'ont vraiment pas le temps, pour le coup ils vont très vite. Soyez très propre, faites bien des alinéas, faites bien des sauts de ligne, c'est très important.
Là, sur la forme exacte de la copie, encore une fois, faites comme vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est que ça soit bien démarqué, etc. Il n'y a pas une méthode miracle. Vous prenez pas la tête là-dessus. À chaque partie, vous réannoncez le plan et vous continuez à expliquer à chaque fois vos références, analyser, faire toujours des transitions entre chaque argument. À chaque fois que vous finissez une partie, vous faites une transition très propre. Donc moi, je vais vous donner un exemple de transition. Donc c'est la transition entre ma première et ma deuxième partie, hein, j'en ai pris une au hasard. Donc j'ai mis « Des doutes persistent néanmoins. Il n'est pas sûr que l'on puisse à ce point séparer l'individu de son corps. » Donc ça, c'était la première partie naïve où on disait ça. Et je dis que voilà, c'est pas une évidence non plus qu'on puisse faire ça. L'identité ne se construit-elle pas justement à travers le corps? Ne sommes-nous pas, comme le disait Nietzsche, pris dans le piège de la grammaire lorsque nous disons « mon corps ». Il est bien probable, au contraire, que je ne sois qu'un produit de mon corps et que la partition entre moi et mon corps ne soit que toute illusoire. Donc, je suis bien passé de ma première à ma deuxième partie en relevant un problème qu'il y avait dans ma première partie. C'est comme ça qu'on fait une transition. On dit, certes, tout ça c'est vrai, mais c'est basé sur un présupposé, sur une manière de penser qui n'est pas forcément vraie. En fait, si on fait tomber ce présupposé-là, on est amené à considérer les choses d'une manière quand même très différente et c'est exactement ce que vous dites dans une transition. Pour ce qui est un petit peu de le niveau de chaque partie, moi j'aime bien dire que la première partie elle est naïve. La deuxième, elle répond elle montre en quoi la première partie est naïve et du coup elle développe des arguments contraires. La troisième partie, pour certains ça va être évident, hein, mais la troisième partie elle essaie de faire le pont entre les deux premières parties. Vous l'avez vu dans mon annonce de plan. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit mon corps et moi, voilà pourquoi. Deuxième partie, j'ai dit mais il n'y a pas mon corps et moi, arrête de dire ça, voilà. Et troisième partie, je dis pourquoi on peut penser les deux à la fois, en gros. Pourquoi, certes, il n'y a pas de mon corps et moi, mais pourquoi en même temps on peut le penser, donc pourquoi il y a ce rapport paradoxal entre mon corps et moi. Et ensuite, j'ai expliqué un peu ça, notamment à travers Merleau-Ponty, voilà. Si vous voulez savoir, à travers Merleau-Ponty qui explique un petit peu ce rapport dual qu'on a au corps, etc. Voilà un petit peu pour le développement. J'ai pas oublié le moment où j'ai fait donc un name dropping, je vais quand même vous le montrer, sans expliquer. Je l'ai fait qu'une seule fois dans cette copie, honnêtement, au-delà de 2 fois, pardon. Et en première partie de développement, c'est trop tôt et c'est trop. Donc faites attention parce que ça peut être mal vu si le correcteur n'a pas déjà une bonne opinion de vous en fait. Dans les dissertations, et c'est surtout vrai en philosophie, il y a une espèce de biais de confirmation. C'est-à-dire que si vous faites une bonne introduction et une bonne première partie, etc., le correcteur vous aime bien et en fait il va vous pardonner hyper facilement des erreurs. Et en fait si vous faites quelque chose comme un name dropping en troisième partie, en fait ça va être perçu positivement. Parce qu'il va se dire, il va voir ça comme un argument en plus. Là où si vous le faites en première partie et que vous n'avez pas fait une très belle introduction, il va voir ça de manière extrêmement négative. Il va se dire, celui-là il fait juste du name dropping, il ne connaît rien. Si vous avez déjà montré que vous connaissez des choses, évidemment, il n'interprétera ça de la même manière. Donc moi, là où je l'ai fait, je venais de développer quelque chose sur l'étreinte amoureuse et j'ai dit, en passant à la limite, l'étreinte amoureuse pourrait être un acte de découverte de soi, comme les amants enlacés de Rodin, qui semblent se découvrir en même temps qu'ils découvrent l'autre. Et c'est tout ce que j'ai dit, en fait. J'ai pas dit plus que ça sur cette référence. C'est pas le pire name dropping, hein, parce qu'il y a quand même une petite explication, mais dans l'idéal, essayez de développer plus que ça. Vous pouvez le faire, mais faites attention. Pour la conclusion, vous n'avez pas besoin de faire une ouverture. Il y en a qui le font. En philosophie, je trouve que c'est pas très utile. Moi, tout ce que je fais, c'est résumer toute ma dissertation. C'est important de bien le faire parce que c'est pas impossible, c'est jamais impossible que le correcteur n'ait pas trop aimé le début ou alors qu'il soit un peu fatigué.
et qu'il ait un petit peu sauté des parties de votre dissertation. Au cas où, prémunissez-vous, faites quand même un bon résumé, si on dire les choses de manière un peu autre. Donc je vais la lire. Nous avons progressivement de mieux en mieux saisi le rapport de l'individu à son corps. Si je peux extérioriser mon corps, en faire un objet pour moi, ce rapport n'est qu'apparence, voire déni de la réalité. Donc première partie, mais c'est une erreur. La solidarité entre mon corps et moi, c'est le problème. Toutefois, si je ne peux pas y échapper, il n'empêche qu'il est impossible d'établir une stricte correspondance entre moi et mon corps. Donc, et entre guillemets, parce que ça fait une petite référence au sujet. Celui-ci me reste définitivement ambigu, ce que traduit bien le chiasme de Merleau-Ponty et l'idée de transcendance dans l'immanence. Je n'ai ni je suis mon corps. Il ne m'est pas extérieur et je ne me réduis pas à lui pour autant. En définitive, il demeure toujours une distance entre mon corps et moi que je peux tâcher d'amenuiser à travers les autres et le rapport qu'ils peuvent m'offrir à mon propre corps. Ça, c'est donc la troisième partie. Vous avez vu en quoi, en fait, je fais finalement une réponse définitive au sujet. Dans toutes les matières où il faut disserter, n'ayez pas peur, faites une réponse définitive au sujet, une réponse tranchée. C'est important de ne pas faire de langue de bois à la fin, de dire il y a un peu des deux et c'est tout. Vous finissez par dire, voilà, moi j'ai vraiment dit, il demeure toujours une distance entre mon corps et moi que je peux tâcher d'amenuiser à travers les autres et le rapport qu'ils peuvent m'offrir à mon propre corps. Donc j'ai donné une réponse tranchée, donc finalement j'ai donné un petit peu raison au sujet, vous le voyez. Même si la première partie était naïve, elle n'était pas si naïve que ça. Donc une petite conclusion qui englobe tout, voilà. Voilà globalement pour la méthodologie de la dissertation. Encore une fois, c'est ma méthode, c'est une méthode qui a marché pour moi, hein, sinon je ne vous la présenterai pas. Avec quand même une bonne régularité, vous l'avez vu dans les notes. Mais je n'ai pas prétention à vous donner la méthode miracle, ni même la meilleure méthode. Si vous vous interrogez un petit peu sur comment faire, voilà, vous avez un exemple de quelque chose qui a marché. La plupart des conseils que j'ai donnés sont quand même très généraux, hein, donc vous pouvez reprendre sans crainte ce que j'ai fait. Mais soyez libre d'innover, de trouver un petit peu ce qui est meilleur pour vous, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, la méthodologie que vous sentez le mieux. Voilà. Pour ça, n'hésitez pas, lisez un maximum de bonnes copies, c'est hyper important. Moi, c'est le moment où j'ai beaucoup progressé dans la plupart des matières, y compris en philo, c'est quand j'ai commencé à lire beaucoup de bonnes copies. Y compris en maths, y compris en philo, y compris en éco, puisque j'étais en ECE. Lisez plein de bonnes copies, c'est la meilleure chose à faire pour progresser, pour s'inspirer. Vous avez eu un exemple, la copie, je la laisse dans la description de la vidéo, si vous voulez l'éplucher un petit peu plus. Mais en tout cas, voilà, ne vous prenez pas la tête. La philosophie, je sais que c'est une matière, enfin la culture générale, c'est une matière qui peut être un petit peu difficile pour certains. On peut avoir du mal à avoir des bonnes notes ou alors ne pas comprendre qu'on a des bonnes et des mauvaises notes. Sachez que ça se travaille, demandez des conseils à votre professeur, lisez des bonnes copies, lisez des livres. Voilà. Pour moi, c'est quand même un conseil important de lire des auteurs. Vous allez adopter un style de dissertation qui va être beau, qui va montrer à votre correcteur que vous aimez la philosophie. Et mettez cette matière de votre côté, hein, finalement, parce que ça reste un très gros coefficient. Voilà. Je vous souhaite bon courage, tenez bon. Après, ça va être les vacances et vous allez adorer votre vie en école. Bon courage et je vous dis à bientôt sur Major Prépa.